Je vais me présenter, donc je suis Laurent Hoth, je suis éducateur spécialisé, c'était ma première formation. J'ai commencé à travailler dans l'éducation spécialisée et plus particulièrement dans le handicap quand j'avais 18 ans. J'ai commencé à m'occuper de personnes gravataires et de personnes handicapées mentales profondes, et ça m'a justement permis de rentrer dans le travail social à partir de l'expérience réelle de la rencontre et de la relation. Par la suite, je me suis formé pour devenir éducateur spécialisé tout en travaillant, et parce que j'avais l'impression d'une continuité, que c'était la même vocation d'éduquer que je portais, je suis rentré dans l'éducation nationale où j'ai été instituteur, professeur d'école, directeur d'école pendant 16 ans. Depuis maintenant 7 ans, j'ai quitté l'éducation nationale et suis revenu à mes premières amours dans le travail social, où je suis formateur, responsable de la formation initiale, responsable dans la formation, j'interviens dans la formation initiale et continue des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants dans un centre de formation du social de la région de Paris qui s'appelle l'EFPP. Je fais donc également de la formation continue, ce qui m'amène dans les établissements du secteur sanitaire et social et répondre justement par des programmes de formation construits avec les professionnels aux différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et je fais également de la recherche, je m'implique dans la recherche, j'essaye de développer la recherche en travail social sur justement les nouvelles problématiques sociales qui à mon sens, ne connaissent pas des réponses suffisantes. J'ai conduit par exemple une recherche sur le travail avec les enfants en situation de rue en France. Voilà. Pour être tout à fait complet, je suis également docteur en philosophie, j'ai suivi le cursus de philosophie et me suis passionné pour cette discipline tout au long de mon activité professionnelle, et j'ai fait une thèse, maintenant ancienne, en 2002, sur la question de la famille et justement de la crise de la famille. Par ailleurs, je suis également dans ma ville et dans le quartier populaire de ma ville, impliqué dans une association locale qui s'appelle Intermède Robinson et qui fait du développement social communautaire, c'est-à-dire qui travaille à partir des espaces publics, qui intervient dans les bas d'immeubles, les pieds d'immeubles, et qui a une pédagogie de type travail de rue, mais dans une optique de pédagogie sociale. Si j'ai le temps, j'aurai peut-être le temps de vous parler un peu de ce que c'est que la pédagogie sociale. J'espère pouvoir y arriver avec le temps qui m'est imparti, car ma tâche est immense. Ma tâche est immense parce que je suis censé finalement faire la jonction dans vos travaux entre tout le travail que vous avez réalisé au sujet de l'école et puis éventuellement de poser la question de la coéducation dans les espaces publics et de la coéducation tout autour des familles et des institutions. Mais pour ça, il faut quand même que je puisse resituer les choses. C'est-à-dire pourquoi on fait tout ça? Pourquoi c'est devenu tellement important? Pourquoi? Tout simplement, nous posons-nous ces problèmes. Car malgré tout, à l'école, la question de la relation avec les parents est quelque chose de tout à fait récent. Comme le disait Philippe Mérieux, comme l'écrivait Philippe Mérieux, l'école ne s'est pas faite pour les parents, mais contre eux. Quand l'école s'est constituée, et quand elle s'est constituée dans son modèle actuel, c'est-à-dire tout au long du XIXe siècle, elle ne s'est pas faite pour les parents, mais elle s'est faite au contraire pour pouvoir constituer une force suffisamment puissante face à eux pour obliger les parents à consentir, à y envoyer leurs enfants et à faire des enfants des élèves. L'école a été entièrement construite en France sur justement le fait de cette distance entre le milieu familial et le milieu scolaire. Le but de l'école était de soustraire les enfants à leurs parents et de les mettre dans un lieu où ils allaient désapprendre les cultures régionales, où ils allaient désapprendre les identités locales et où ils allaient justement pouvoir sortir de cette famille, de cette communauté villageoise, de cette communauté urbaine et de cette communauté familiale. L'école, c'est quelque chose de tout à fait contre nature pour l'école que de se penser comme partenaire. D'ailleurs, aujourd'hui, la culture du partenariat dans l'éducation nationale, vous la connaissez, et encore aujourd'hui particulièrement embryonnaire, parce qu'elle part de zéro. C'est-à-dire être dans l'éducation nationale et être dans une situation de partenariat, vous savez bien que traditionnellement, et je sais de quoi je parle, je suis également un enseignant, l'enseignant type, le directeur d'établissement type, sa conception du partenariat, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? C'est la logique traditionnelle et normale, et je dirais anthropique, de l'éducation nationale, parce que c'est une culture. C'est une culture qui s'est bâtie ainsi. C'est-à-dire que donc, et du coup, il faut se poser vraiment la question, qu'est-ce qui s'est donc passé pour que l'éducation nationale soit tellement demandeuse, à un moment donné, de relations avec les familles et avec le milieu social? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est toute l'évolution de la fin du XXe siècle.
tout au long, sur toute la fin du XXe siècle, eh bien, on a vu se détériorer les conditions de vie et d'éducation des familles et les conditions d'éducation des enfants. Tout au long, sur la fin du XXe siècle, on a vu disparaître deux milieux sociaux et éducatifs fondamentaux, qui étaient le milieu paysan et le milieu ouvrier. Sur la dernière part du XXe siècle, on a connu quelque chose de complètement inédit dans la société française, c'est l'écroulement des deux principaux milieux qui éduquaient le plus grand nombre des enfants. Il y avait en France trois milieux éducatifs, jusque sur la toute fin du XXe siècle. Le premier milieu, c'était le milieu paysan, qui concentrait jusque dans les années 60 la majeure partie de la population française. Être enfant, grandir, devenir adulte, s'éduquer dans le milieu paysan, c'était faire l'expérience qu'on était plongé dans un groupe, dans un voisinage, dans une collectivité dans laquelle on était semblable. C'était faire l'expérience concrète qu'on avait la même expérience de vie, ou en tout cas très proche, que celle de ses voisins, que celle des autres enfants de son âge. Être enfant au milieu paysan, c'était passer le plus clair de son temps avec d'autres enfants. Des enfants plus jeunes, des enfants plus grands. C'était finalement être très peu, et pour fort peu de temps, dans des relations directes avec les adultes. En milieu paysan, les enfants grandissent, s'occupent d'un certain nombre de responsabilités, remplissaient un certain nombre de tâches, non pas tout le temps avec les adultes et les parents, mais bien souvent parallèlement, dans leur propre univers et avec d'autres enfants. C'était des univers parallèles qui, finalement, se croisaient relativement peu. Vous voyez la guerre des boutons, et vous voyez que la collectivité, que la communauté des enfants en milieu paysan était à la fois en miroir de celle des adultes et en même temps séparée de celle des adultes et finalement ne se rejoignaient que fort peu. Ce milieu paysan, c'était un milieu dans lequel les enfants faisaient l'expérience qu'ils étaient de même nature et qu'ils avaient le même avenir que leurs parents. Nous étions dans une société fixe, dans laquelle on pouvait se dire, on pouvait toujours rêver à un destin personnel, mais en dehors de rêver à un destin personnel, on avait quand même cette certitude de base que quoi qu'il arrive, on n'allait pas avoir sa place dans son milieu. Et ça, c'était un acquis. Le milieu paysan, comme le milieu ouvrier, était en mesure de garantir un avenir à ses enfants. Aujourd'hui, qui peut garantir un avenir à ses enfants? Dans quel milieu, et même dans les classes moyennes, peut-on être absolument sûr, peut-on être absolument dans la possibilité de garantir un avenir à ses enfants? Et ça, vous voyez, ça fait une différence de taille. C'est-à-dire quand le milieu familial, quand la cellule familiale, quand la communauté familiale ne peut plus garantir un avenir à ses enfants, on est dans quelque chose de complètement inédit et quelque chose qui ne s'était pas joué dans la société française. Ce milieu paysan, qu'est-il devenu? L'exode rural l'a complètement laminé et aujourd'hui, les entrepreneurs agricoles n'ont plus grand-chose à voir avec la paysannerie polyvalente du début du XXe siècle et aujourd'hui, les urbains qui retournent à la campagne ne font évidemment pas, même s'ils font leur petit potager, ne seront jamais évidemment des paysans et ne vont pas recréer le milieu paysan en aucune manière. Ce milieu paysan est perdu. Il y avait en France un second milieu que vous connaissez bien, surtout dans le Nord, le milieu ouvrier. Et ce milieu-là aussi avait constitué sa propre façon d'éduquer les enfants. Ce milieu ouvrier s'était petit à petit doté d'institutions et de structures dites du secteur de l'éducation populaire qui venaient d'une certaine façon organiser l'avancée en âge, l'éducation des enfants. C'est pour ce milieu ouvrier que s'était constitué le patronage laïque ou patronage religieux. C'est pour ce milieu ouvrier que s'étaient constituées les premières associations sportives, les premières associations culturelles. C'est pour ce milieu ouvrier qu'on a commencé à mettre en place les colonies d'aération pour les enfants et les envoyer à la campagne ou les envoyer à la montagne pendant de très longues semaines sur des durées qu'aujourd'hui on ne connaît plus ou pratiquement plus dans les séjours d'enfants. C'est pour ce milieu que s'étaient constituées les cantines. Et ce milieu-là faisait aussi l'expérience, quand on était enfant en milieu ouvrier, on faisait l'expérience qu'on était de même nature que les autres enfants du milieu ouvrier. Et qu'on grandissait de la même nature. Et de la même façon, même si on pouvait rêver d'un destin personnel, on était dans la certitude qu'à tous les cas, on aurait sa place dans ce même milieu et que l'on pouvait y faire sa place. Et que ce n'était pas un souci, que ce n'était pas une angoisse. Et à la limite, si on ne faisait pas de grandes études à l'école, ça n'avait pas d'importance, car de toute façon, on avait une place.
et une place certaine, et une place acquise. Ce milieu-là a été laminé. À la fin des années 70, ce n'est pas ici certainement que j'ai à le dire. Et ces restes continuent encore aujourd'hui à partir en fumée. Ce milieu-là a été perdu, et avec cette façon aussi particulière d'éduquer les enfants. Je reviendrai à l'éducation populaire tout à l'heure, de ce qu'elle est devenue. Parce que vous allez me dire, mais les structures sont restées. Oui, d'accord. Mais comment ont-elles évolué? Ça, c'est une deuxième. C'est une autre chose. Il y avait en France 3 milieux éducatifs qui savaient élever et éduquer leurs enfants. Je vous ai parlé du milieu paysan, dans lequel les enfants s'éduquaient entre eux, dans des expériences de vie, avec une grande autonomie. C'est-à-dire qu'on oublie peut-être, mais les enfants du milieu du XXe siècle étaient des enfants qui pouvaient parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école. Et ça n'avait aucune importance il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. C'est-à-dire les parents dont les enfants de 6 ans partaient de nuit faire 4 km pour se rendre à une école. Quel moyen avait-il de savoir s'ils étaient arrivés à l'école? Le seul moyen de savoir si la journée s'était bien passée, c'était d'attendre le soir, quand de nuit ils allaient revenir. Entre-temps, comment savoir s'il aurait été arrivé quelque chose? Pas moyen. Est-ce que ça avait la moindre importance? Aucune. Je crois que, et on a oublié aussi la multitude de responsabilités concrètes que les enfants pouvaient assumer, et la multitude de savoir-faire qu'ils savaient maîtriser, et la quantité d'expérience qu'ils étaient capables de faire à un âge donné. Aujourd'hui, dans notre association, nous travaillons avec les enfants, nous leur permettons d'utiliser de véritables outils dès le plus jeune âge, nous leur apprenons à faire du feu, nous leur permettons d'accéder à des expériences fondamentales pour l'être humain, dont ils sont communément privés dans toutes les institutions qu'ils traversent. Parce que c'est une perte extraordinaire, que cette perte de la capacité de faire ces expériences et de prendre des risques quand on est enfant. Je ne vois pas très bien comment on peut prétendre éduquer sans permettre aux enfants de prendre des risques. Mais ça, c'est une autre affaire. J'y reviendrai au moment de la pédagogie. Toujours est-il que donc, je vous disais qu'on développait beaucoup d'autonomie en milieu paysan et en milieu ouvrier. De la même façon, ce qui était valorisé, c'était l'engagement des enfants dans un certain nombre d'activités qui passaient ensemble et ils grandissaient ensemble avec d'autres enfants de leur classe dans ces mêmes activités. Il y avait une conscience de classe qui était forte. Les enfants de milieu ouvrier se sentaient dans cette identité ouvrière. Et d'ailleurs, c'était tellement vrai que l'idée de progrès était appliquée au milieu tout entier. C'est-à-dire que pour les enfants de milieu ouvrier, c'était le milieu ouvrier qui allait progresser. Pas que. C'était pour l'ensemble du milieu ouvrier qu'il allait y avoir une ascension sociale. Pas que pour eux en tant qu'individus. On était dans l'idée d'un progrès collectif, lié à une idée d'appartenance, d'une identité collective dont les enfants d'aujourd'hui sont particulièrement privés, puisque nous ne leur portons plus que des modèles de progrès individuel. Nous ne leur portons plus de modèles que de réussite individuelle. Ça va même pire, depuis le début des années 2000. On invite les enfants à se sortir de leur milieu et de leurs origines. On leur explique que c'est une récompense pour eux de ne plus être scolarisés avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leurs voisins, avec leurs voisines, avec ceux qui habitent en face. On leur explique qu'il n'y a pour eux aucun salut sans renier d'où ils viennent. On leur explique que c'est une grande récompense que de pouvoir être élevés avec ceux qui ne sont pas de leur classe. Et ça, c'est une insulte. C'est quelque chose dont on ne pense pas assez, mais toutes ces filières d'excellence, ces unités d'excellence, ces sections d'excellence posent un problème éthique grave, comparativement à l'origine et à l'identité des enfants. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis, que ce que l'on présente à certains comme étant une réussite, une chance, on va le présenter à d'autres comme étant une punition. C'est-à-dire les enfants de milieux qui grandissent dans un milieu défavorisé et qui connaissent des problèmes ou des difficultés éducatives aiguës, eh bien, d'une certaine façon, pour les remettre dans le droit chemin, on va les retirer de là où ils grandissent et de là où ils sont liés, et on va les envoyer au fin fond de la Corrèze ou de la Lozère, dans un centre éducatif renforcé ou dans un centre éducatif fermé, et ce qui pour quelques-uns est présenté comme une récompense est finalement présenté aux autres comme une punition, ou en tout cas une façon de les sauver
de leur milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le message qui est envoyé aux enfants de milieux populaires, c'est qu'ils ne peuvent s'en sortir qu'en guérissant de leur famille que comme une sale maladie. Il faut guérir de son milieu, il faut guérir de sa famille, il faut expier, et peut-être pourra-t-on gravir l'échelle sociale. C'est un véritable problème. Alors évidemment, j'en fais des tonnes, mais c'est parce que je pense vraiment que là, nous touchons quelque chose de grave dans cette espèce d'idéologie moderne de l'égalité des chances et des filières d'excellence, et de tout ça, qui à mon sens est contre-productif et contre-éducatif. La dernière chose aussi peut-être, c'est que je vous avais promis 3 milieux éducatifs. Vous avez dit qu'il y avait en France 3 milieux éducatifs qui savaient élever leurs enfants et qui avaient leurs pratiques particulières. Le milieu agricole en développant l'autonomie des enfants, le milieu ouvrier en développant la solidarité des enfants, et il y avait le milieu bourgeois. Et le milieu bourgeois, il a aussi sa propre façon d'élever ses enfants, ce milieu. Et sa propre façon, c'est la sous-traitance. Depuis toujours, en milieu bourgeois, on confie ses enfants. On confie ses enfants dans le jeune âge, à des nourrices, à des assistantes maternelles, à des collectivités. Et puis aussi dans le milieu bourgeois, en général, les enfants sont invités à avoir de multiples activités, à avoir un agenda de ministre, et finalement passent très très peu de temps, en général et traditionnellement, dans la relation directe avec leurs parents. Et puis dès qu'ils ont l'âge de 10-11 ans, vient l'âge des internats. Et quand arrive enfin l'âge de la grande adolescence et de la majorité, on commence les séjours à l'étranger, et pour finir, on ira bien faire un Erasmus ici ou là, on ira étudier à Édimbourg ou à Barcelone, et on aura des amis de Tokyo et de partout, et les enfants de milieu bourgeois feront l'expérience qu'ils sont bien de même nature que les autres enfants de milieu bourgeois, fussent-ils du Japon ou de la Finlande. Ils feront l'expérience concrète qu'ils sont bien éduqués de la même façon, qu'ils ont bien la même formation, les mêmes idéaux et les mêmes valeurs, et ils ont des valeurs de solidarité. Et ils ont des valeurs de solidarité qui, eux, dans le milieu bourgeois, sont extrêmement efficaces. D'ailleurs, leur première incursion dans le monde du travail, ça va être des missions humanitaires. Ils vont aller à Madagascar, dans une ONG, et ça fait très bien dans un CV d'avoir fait une petite mission par ici ou par là, et ils pourront écrire sur leur blog les récits de leurs expériences, et ils pourront raconter comment sont les vrais gens, et leurs amis leur feront des j'aime, et leur diront comment tu fais, je t'admire beaucoup. Tout ça en anglais, bien entendu, parce qu'on ne prend plus la peine de parler français, c'est une langue morte quand on est enfant de milieu bourgeois. Et ces enfants de milieu bourgeois, comment vont-ils? Ils vont très bien. Ils vont très bien. Ils se débrouillent très bien, ça va très bien pour eux, merci. Et les parents de milieu bourgeois se demandent d'ailleurs, puisqu'ils ont des enfants qui vont très bien et qui n'y font pas grand-chose, ils n'ont pas fait grand-chose pour que ça aille bien d'ailleurs, et bien du coup ils se demandent comment font les autres pour les rater à ce point-là. Et ça, c'est la grande interrogation de nos classes dirigeantes, c'est la grande interrogation de la bourgeoisie, mais comment font les pauvres pour rater leur môme à ce point? Ils le font exprès ou quoi? C'est pas possible, parce que eux, ils sont contentés de les voir grandir, leurs enfants. Déjà, ils avaient des aspirations, des qualités. Oh, celle-là, elle a toujours été l'équitation, ça a toujours été son truc, etc. Non, déjà, ils avaient du talent, déjà tout petits. On ne pouvait pas les retenir. Il fallait presque les empêcher de briller, parce qu'il faut leur dire non, pas tout de suite, pas tout d'un coup. Et puis alors, regardez, à l'inverse, les enfants de milieux défavorisés, non, c'est impossible. Hein? Et voilà dans quelle société nous vivons. Et voilà d'où s'est inventée l'étude sur la parentalité. C'est-à-dire que la bourgeoisie, pour se demander comment les parents pauvres font pour rater leur môme, se dit qu'il faut renforcer et soutenir la parentalité. Revenons d'ailleurs à la question de la parentalité et de son apparition. Le mot lui-même est apparu, on le sait, dans les années 60, sous la plume d'un psychanalyste qui voulait, qui était Rakami, un spécialiste de la schizophrénie, vous avez un rapport, qui donc s'intéressait à trouver un mot pour désigner l'expérience psychique des parents. Mais le mot lui-même n'a pas eu vraiment beaucoup de succès. Et le mot parentalité, il faudra attendre finalement le début et la fin des années 80 pour commencer à ce qu'il voit vraiment le jour. D'abord, la première racine du mot parentalité, elle vient fondamentalement, même si elle n'est pas employée à ce moment-là, de la loi sur le divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire quand la loi sur le divorce par consentement mutuel apparaît, il s'agit d'exprimer le fait que l'enfant peut avoir son domicile usuel chez l'un ou l'autre des parents. C'est-à-dire que pour la première fois, à partir de cette loi, on met un parent ou bien un autre parent comme étant des équivalents.
en tout cas pour l'élection du domicile de l'enfant. On sait que dans la réalité, ce n'est pas vrai, que 90% des fois c'est chez la mère, mais peu importe, la loi ne dit pas ça, elle dit ou bien. Et donc, être un parent ou bien un autre, chez un parent ou bien un autre, et bien du coup, vous voyez que d'une certaine façon, voilà que le père et la mère se confondent d'un seul coup en une seule identité. Avant, il y avait de la paternité, il y avait de la maternité. Maintenant, il y a de la parentalité. Vous aviez un père et une mère, vous voilà avec une paire de parents. Et une paire de parents, on sait toujours que c'est toujours un trop. La preuve, on sait très bien qu'un parent suffit pour élever des enfants. La parentalité vient d'abord effacer cela. Elle vient d'abord effacer ce qu'il en est de la paternité et ce qu'il en est de la maternité. C'est tellement vrai que dans notre langage aujourd'hui, les enseignants, les acteurs sociaux, les professionnels, ils disent « j'ai rendez-vous avec un parent ». Et quand ils vous ont dit ça, vous ne savez toujours pas si c'est une femme ou un homme qui s'attendent, si c'est un père ou une mère. Ils ont rendez-vous avec un parent. Vous auriez dit dans les années 60 que vous aviez rendez-vous avec un parent, on vous aurait dit « ah bon, c'est ton petit cousin de Lozère qui vient te rendre visite ?» Ça n'aurait eu aucun autre sens que cela. Aucun. Un parent aurait été quelqu'un de votre famille, suffisamment éloigné dans la généalogie pour ne pas recevoir un nom précis comme cousin ou ceci ou cela. Ça aurait été un parent. Aujourd'hui, le mot parent est devenu complètement indifférencié. Donc ça a commencé avec le divorce par consentement mutuel, mais malgré tout, ça ne s'est pas beaucoup développé. Il a fallu attendre le début des années 80 et finalement une espèce de cri d'alerte des institutions. À partir des années 80, les institutions, je pense aux crèches, je pense à l'école principalement, mais pas que, d'autres institutions aussi d'éducation populaire, se sont mises à tirer le signal d'alarme et à dire les enfants qui viennent dans nos murs sont de moins en moins éduqués, ils sont de plus en plus difficiles, ils sont de plus en plus hyperactifs, hypoattentifs, ils sont de plus en plus violents, ils sont de plus en plus angoissés, ils sont de plus en plus mal préparés, inéduqués à la fréquentation des institutions. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, un cri de malaise sort des institutions. À partir de ce moment où les institutions expriment leur malaise, ce sont les médias qui prennent le relais. Et depuis les années 80, on commence à avoir la démission parentale. Alors la démission parentale a fait son temps, tout le monde sait que ce n'est pas politiquement correct. Alors aujourd'hui, on va parler de compétences parentales, mais c'est la même chose. De même que l'échec scolaire et l'inéréussite éducative. Et bien entendu, nous parlons exactement de la même chose. Cette démission parentale, depuis les années 80, on nous en rabat les oreilles, mais elle a des variantes. Les niveaux qui baissent, l'enfant roi, etc., etc. La perte de l'autorité, tous ces sujets-là, que vous voyez se décliner tout le temps et sans arrêt comme une nouvelle idéologie, c'est à ce moment-là que ça apparaît. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître cette idée finalement en filigrane que ce seraient des enfants tout-puissants. La théorie des enfants Dolto, la théorie des enfants post-68 apparaît à ce moment-là comme étant une cause et une explication à la difficulté d'éduquer et à la difficulté éducative des enfants. C'est une thèse, c'est une idéologie qui nous arrive en même temps que l'idéologie de la tolérance zéro en provenance des États-Unis. Et toute la réflexion sur la parentalité est parallèle à la réflexion sur le sécuritarisme. La parentalité est la face positive du sécuritarisme. Et le soutien de la parentalité est la face positive de la lutte contre la délinquance. Et vous allez toujours voir dans les lois des symétries étonnantes entre les deux lois de 2007, protection de l'enfance, prévention de la délinquance, entre les REAP et les mesures et les sanctions contre les familles négligentes. Vous allez toujours voir, et les contrats de réussite éducative, etc., etc., vous allez toujours voir un parallèle évident entre sécuritarisme et parentalisme. Hein, ce sont deux choses qui fonctionnent en même temps. Toujours est-il qu'à partir des années 80, cette difficulté des institutions est réelle. Et vous voyez d'où elle vient. Parce que finalement, les institutions, à partir des années 80, disent que les enfants ne sont plus préparés et ne rentrent plus spontanément dans le fonctionnement et dans nos règles de fonctionnement en interne. Et ne nous permettent plus de travailler comme nous travaillions depuis toujours. Et d'une certaine façon, on dit c'est les parents qui ne font plus leur boulot. Et à partir des années 80, les parents souffrent, car ils se retrouvent face à des institutions qui mettent en échec leurs enfants, qui pointent leurs difficultés,
et qui de temps en temps les mettent dehors, voire même de plus en plus fréquemment. Et chacun accuse l'autre. Dans une espèce de face-à-face qui a été décrit, que vous avez décrit vous-même, de face-à-face stérile, à base de « je connais mon enfant, je connais mon métier, etc. etc. » Une espèce de tête-à-tête absolument infructueux. Parce que là, le problème vient d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il n'y a plus ce milieu éducatif qui donnait du sens à l'éducation. Il n'y a plus ce milieu éducatif qui donnait une place aux institutions. Il n'y a plus du tout ça. Et les enfants attendent aujourd'hui des institutions tout ce que le milieu éducatif devrait, qui n'existe plus, devrait leur apporter. Donc, le grand malentendu de Dominique Delattre vient s'inscrire là-dedans, c'est-à-dire justement cette idée que les institutions déçoivent l'attente éducative des familles et des parents, en disant « c'est pas mon boulot ». Et ça, c'est quelque chose, ce grand malentendu va commencer depuis les années 80. Continuons donc avec l'école. C'est-à-dire que justement, quand il y a eu cette perte des milieux éducatifs, ces institutions qui disaient « au secours, on n'y arrive plus », eh bien, il faut bien voir, essayer de se demander ce qui s'est passé à l'école. Prenons deux dates emblématiques. 1977, les instructions officielles sont parues. On est sous un gouvernement de droite, bien monarchique, bien classique. Giscard, pour ceux qui s'en souviennent, c'était quelque chose. Eh bien, sous ce gouvernement de droite, bien classique, bien monarchique, que disent les instructions officielles? Elles disent, le but de l'école est d'épanouir les enfants. Épanouir. Essayez aujourd'hui de passer votre concours M2 pour devenir prof d'école en disant que vous avez envie d'épanouir les enfants. C'est raté. Vous ne passerez pas. Aucune chance. Et si vous êtes un homme, on appelle la police. Et que disent encore les instructions officielles de 77? Que le but de l'école n'est pas de donner des savoirs fondamentaux. Ah bon? Non, que le but de l'école est de donner aux enfants l'envie d'apprendre, le désir de s'éveiller, la curiosité, l'appétit des connaissances. Le but, en somme, c'est de les éveiller et de leur permettre d'accéder à l'éveil. L'éveil d'eux-mêmes et l'éveil vers le monde. Et d'ailleurs, on met en place la pédagogie et les matières dites d'éveil dans ces instructions officielles de 1977. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? C'est-à-dire que, vous voyez, les milieux sociaux s'étaient effondrés, mais on aurait pu espérer que l'école allait les remplacer. On aurait pu espérer que l'école allait devenir ce lieu éducatif pour tous les enfants, qui aurait permis aux enfants d'ouvriers et aux enfants de paysans de trouver du sens dans une éducation commune et collective. L'école des années 70 était une école qui, bien que majoritairement, relativement encore réactionnaire, parce que la plupart des enseignants étaient restés quand même figés dans un autre moule, mais malgré tout, c'était une école où soufflait un souffle plutôt libertaire, c'est-à-dire que les réacs dans leur classe, ils savaient qu'il ne fallait pas trop la ramener. Après, ils ont pris la revanche. Mais à cette époque-là, en tout cas, ils ne ramenaient pas beaucoup, et c'était une école des années 70 où vous pouviez, en tant qu'enseignant, arriver un beau matin en classe et dire, vous savez quoi les enfants? Ben, la semaine prochaine, eh ben, vous venez avec votre vélo, on va partir faire 3-4 jours de camping, c'est le père de Mathieu qui nous suivra en voiture, qui amènera les tentes, on va suivre le cours d'eau, et le soir on demandera à un paysan s'il veut bien nous prêter un coin de champ pour planter. Et tout le monde trouvait ça génial, les enfants ils étaient là, ouais, les parents ils étaient là, ouais, l'inspecteur il était là, ouais. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Aujourd'hui, essayez de faire ça. Essayez de faire ça. Waouh! Vous terminez à l'hôpital psychiatrique. Chez moi, c'est la Verrière, l'hôpital pour les profs qui tuent fous dans le 78. Vous terminez à la Verrière ou ailleurs. Très rapidement, si vous faites ça, que s'est-il passé? Pourquoi les enseignants aujourd'hui pensent qu'ils ne peuvent pas cuisiner dans leur classe? Ils ne peuvent pas faire la cuisine avec leurs enfants. Pourquoi? D'où ils sortent ça? C'est interdit, non par qui? C'est faux. Trouvez-moi les textes qui l'interdisent, il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul texte, un seul, aucun autre. Un bulletin officiel d'éducation nationale qui attire l'attention des enseignants sur le danger de la crème pâtissière. C'est tout ce que vous allez trouver. Vous n'allez rien trouver d'autre, il n'y a rien. Par contre, tout le monde en est persuadé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une culture de l'empêchement. Nous sommes dans une culture de la peur. Nous sommes dans une culture de la précaution, du sécuritaire absolu. C'est-à-dire, si vous avez le moindre doute, ne faites pas. Et si vous pensez encore, vous pourriez peut-être faire quelque chose, oubliez.
ça vaut mieux pour vous. Et c'est comme ça qu'on va éduquer les enfants. C'est en faisant ça qu'on va éduquer les enfants. Avec des éducateurs empêchés. Des éducateurs qui, toutes les 4 phrases, commencent leur phrase par « j'aimerais bien, mais j'ai pas le droit ». On pourrait aller se balader dehors, on pourrait aller sortir dans le village, mais j'ai pas le droit. On pourrait y aller avec ma voiture, mais j'ai pas le droit. Oh là, vraiment, j'ai pas le droit. On pourrait faire ça ce soir, non, mais j'ai pas le droit. Aujourd'hui, tous les éducateurs, tous les enseignants, tous les animateurs, 2 phrases sur 3 qui disent commencent par « j'ai pas le droit ». Et c'est comme ça qu'on va éduquer les enfants. C'est comme ça qu'on va les élever, en n'ayant pas le droit. La première condition de l'éducabilité des enfants, c'est d'être face à des adultes qui ont du pouvoir, qui ont le pouvoir d'agir, qui sont autonomes, qui donnent envie de grandir, parce que être grandir, c'est devenir libre. Et que voit-il? Des éducateurs empêchés, aliénés, qui s'autocensurent, parce que même ce qui n'est pas encore interdit, vaut mieux pas le faire. Vaut mieux pas le faire. De toute façon, à l'école, il y a 2 choses, ce qui est interdit et ce qui est obligatoire. Donc ça veut dire que rien n'est possible. J'exagère, hein, mais bon. J'ai démissionné de l'Éducation nationale en septembre de l'année dernière. En donnant d'ailleurs les explications de pourquoi je le faisais à ce moment-là. Mais je reste très attaché à l'idée d'école. Et je reste très attaché à l'idée d'éducation. Et c'est au nom de cette idée d'école, au nom de l'idée d'éducation que je dis tout ce que je dis. Et que je peux le soutenir. Donc, revenons à ça, revenons à l'école, que s'est-il donc passé? Il s'est passé 1984, premier gouvernement de gauche, oh là, 30 ans qu'on attendait ça, et il y avait d'abord eu un ministre éclair de l'Éducation nationale, Alain Savary, qui semblait vouloir aller plus loin que ses prédécesseurs de 77, et qui lui voulait créer des établissements autonomes, dans lesquels les enseignants allaient avoir une grande liberté pédagogique, et qui allaient réunir d'ailleurs des établissements publics et privés. Souvenez-vous, 1 million de personnes dans la rue, le gouvernement de gauche a peur, on change de ministre de l'Éducation nationale, on met le radieux et cordial Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation nationale, celui qui disait de lui-même « je suis l'ombre de Jules Ferry », l'ombre certainement. Le miraculé de la République, mort et ressuscité. Mort, ministre de l'Éducation nationale, ressuscité, ministre de l'Intérieur. Quand je vous disais le rapport qu'il y a entre les deux. Eh bien, ce sémillant, Jean-Pierre Chevènement, que nous dit-il en 1984, dans la première fois, et pour la première fois, que l'on publie les instructions officielles de l'Éducation nationale en livre de poche? Mais ça aussi, c'est une idée délirante. Jusqu'ici, les instructions officielles de l'Éducation nationale étaient imprimées sur papier cul, et généralement un truc qu'on appelle le BOEN, et étaient négligemment posées sur la table de la salle des maîtres, pour que vaguement, chaque enseignant, sans le lire, y mette son autographe. Et après, on s'empressait d'aller le ranger dans le placard poussiéreux, avec tous les autres BOEN. Bon, aujourd'hui, tout ça se fait sur Internet, il y a moins de papier, c'est plus propre, mais ça n'a pas changé. Mais malgré tout, Jean-Pierre Chevènement en fait un livre de poche. Il ne sera pas le seul, hein. D'autres ministres voudront faire leur best-seller, Ferry, etc. Jacques Lang voudront un jour ou l'autre tenter de publier leurs pensées merveilleuses sur l'école, sur des livres dans les librairies. Tout le monde va essayer de faire ça à un moment ou à un autre, mais Jean-Pierre Chevènement le fait avec les instructions officielles, ce qui est très audacieux. Mais par contre, elles envoient un message clair à la nation. Et le message clair à la nation, c'est « fini de rire ». L'école, c'est pas pour jouer, c'est pas pour rigoler. L'école, c'est pas pour éduquer, c'est pour instruire. Lire, écrire, compter, point barre. Le reste est affaire privée. Voilà la morale des instructions officielles de 1984. Et tous les ministres, je dis bien tous, de droite comme de gauche, qui se sont succédés depuis, sauf peut-être Péillon, on ne sait pas très bien jusqu'où il va. Il donne des signes qui pourraient changer tout ça, mais il se fait peur à lui-même, donc on va voir un peu ce que ça va donner. Mais tous les ministres de l'Éducation nationale, depuis lui, ont bégayé la même chose. Bayrou voulait faire de l'école un sanctuaire, Allègre voulait rétablir la dictée, le par cœur, Fillon, les punitions collectives, Jacques Lang, la Marseillaise. Ils s'y sont tous mis. En reggae peut-être, mais enfin bon, la Marseillaise quand même. Ils s'y sont tous mis. Tous. À partir de 1984, l'avenir de l'école, c'est avant-hier. C'est retour vers le passé. C'est un bond vers hier. L'avenir, c'est de revenir comme avant. D'ailleurs, les instructions officielles de 2008
sont un copier-coller des instructions officielles des années 30. L'avenir, c'est avant-hier. Connaissez-vous un autre corps de métier où on passe son temps à dire qu'il faut revenir avant? Imaginez votre médecin qui vous dit « La médecine, c'était vachement mieux au XVIIIe siècle. La saignée, il n'y a rien de mieux. Vous savez, pour ce que vous avez là, hein, une bonne saignée, 3 ventouses, je vais vous régler ça. Je ne suis pas sûr que vous continueriez à aller faire l'éducation nationale. On est condamné à avoir l'avenir derrière, dans le rétroviseur. C'est quelque chose d'absolument étonnant. Mais revenons, parce que sur l'école, et oui, l'école, à partir de 1984, se clôt. Et cette clôture, elle a 2 aspects. Premier aspect, gardez vos problèmes chez vous. Les problèmes sociaux de la cité, les problèmes de la famille, les problèmes personnels, psycho-affectifs, de développement. Tout ça, ça ne concerne pas l'école, ça doit se traiter ailleurs. À partir de 1984, les orthophonistes vont faire fortune. Car tous les enfants qui ont une mutuelle, un enfant sur 2 apprendra à lire chez elle. Dès lors que l'instit les aura envoyés vers ça, et d'ailleurs dans certaines écoles, il y a même l'orthophoniste de l'école, ça j'ai connu, je peux vous dire, qui se présentait aux parents aux réunions de début d'année, voire même qui allait chercher en voiture, elle peut, les enfants pendant le temps de la classe scolaire et qui les ramenait. Ça se fait plus, on a quand même trouvé que c'était un peu trop, ça faisait un peu trop désordre, mais si je vous disais que ça se faisait encore il y a 10 ans, ce genre de choses que je rencontrais. À partir des années 80, première tentation de l'école, c'est éjection. Tous les problèmes qu'on ne veut pas voir, on les jette dehors, ils ne doivent pas rentrer. Et s'ils rentrent, on les fait sortir. Mais ce serait relativement simple si le mouvement de l'école à partir des années 80 était réduit à ça. Il y a une autre tendance au même moment dans l'école, c'est venez nous aider. Gardez vos problèmes chez vous, venez nous aider. Là, vous avez les 2 tendances de l'école. C'est-à-dire que cette même école qui dit qu'elle n'a pas à traiter les problèmes de la société, cette même école où les enseignants apprennent leur métier par la liste de tout ce qu'ils ne sont pas. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas. Vous connaissez? Eh bien, cette même école dit « Au secours, on n'y arrive plus !» Les enfants sont intenables, ils ne peuvent pas se concentrer, ils sont mal nourris, ils sont mal lunés, ils sont violents, ils sont hypo-attentifs, hyperactifs, hyperkinesthésiques, ils ont des TOC, ils ont des TED, ils ont... au secours! Et cette même école, dans les années 90, elle appelle les grands frères. Et puis après, elle appelle les grands-parents pour apprendre à lire aux petits. Et puis après, elle appelle les parents. Et comme ils ne veulent pas venir, eh ben, on va les visser à l'école. Par la parentalité et le travail avec la parentalité. Et pour que ce soit plus efficace, on va inventer les programmes de réussite éducative à partir de 2006. Bel exemple d'éjection hors de l'école des problèmes qu'on ne veut pas voir, car c'est la politique de la ville qui prend en charge la politique de réussite éducative, pas l'éducation nationale. Mais quelle est l'origine et la destination, quel est l'alpha et l'oméga de cette politique? L'école. Donc vous voyez là, vous avez un bel exemple de cette logique intenable d'éjection et d'annexion. On est tout à fait dans le symptôme fondamental. Donc, on a l'école, il ne faut plus compter sur elle pour éduquer les enfants, à tel point que dans les années 90, le mot éduquer devient tabou. Vous auriez été dans une salle des profs de collège, lambda, n'importe laquelle, pour dire « Moi, je pense que notre rôle, c'est d'éduquer. » Alors, oh là 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 là, vous faites tailler un short par toute la salle. Mais maintenant, non. Depuis les années 2000, les profs ont compris qu'il fallait accepter le mot « éduquer ». Ils ont admis. Ça a été dur, mais ils ont admis. Seulement, ils n'y mettent pas le même sens que vous. Pour eux, éduquer, ça veut dire rééduquer. Ça veut dire rééduquer les enfants des attitudes erronées qu'ils ont acquises dans l'école primaire et dans leur famille. La vision éducative la plus prégnante, la plus courante, la plus spontanée, qui règne dans le milieu enseignant, est la visée de la rééducation. Il faut leur donner des repères, il faut leur apprendre des limites. On va fixer quelques règles. Souvenez-vous, le premier cours, le premier conseil de classe, quand les parents viennent voir les profs à la queue leu leu qui se présentent,
Je vais vous expliquer mes règles, je vais vous expliquer ce que je veux, je vais vous expliquer mes lois. Souvenez-vous, quand on s'assoit à la table des gamins et que la maîtresse explique ce qu'elle veut, ou elle aussi, c'est quelque chose de fondamental, de foncier, c'est-à-dire cette idée que l'éducation, c'est la rééducation, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce que c'est éduquer. On ne sait plus que l'éducation est un don, que ce n'est pas une obligation, mais un don. L'éducation est don. Elle est don de soi, elle est don de temps, elle est don de disponibilité. L'éducation est fondamentalement un don qui va endetter l'enfant et le mettre en lien avec la société. Complètement oublié cette idée de don. Pourquoi? Parce qu'au même moment, l'éducation est attaquée par des idées toutes simples. Première idée, le contrat. Ah, le contrat. Tous les contrats qu'il faut signer. Contrat d'intégration scolaire, contrat de réussite et de progrès, contrat de réussite éducative. D'où vient le contrat? D'où c'est un concept éducatif, le contrat? Ça vient du droit, le contrat. Ça ne vient pas de l'éducation. Le contrat n'a rien à faire. Ce n'est ni un objet, ni un outil éducatif. On commence à passer des contrats avec les gens quand on n'a pas confiance en eux. Car si on avait confiance en eux, on ne ferait pas de contrat. On commence à passer des contrats avec les gens quand on sait que ça ne va pas marcher. Parce que si ça allait marcher, on ne ferait pas de contrat. Parce que font les contrats? Ils sont là pour désigner qui est fautif quand ça ne marche pas. Et généralement, c'est plutôt les parents. Le contrat n'est pas un outil éducatif. Le contrat n'aide pas, n'apporte rien. Il pollue les relations. Et ça, c'est le premier problème à partir de là. Pourquoi? Parce que la logique du contrat, c'est le donnant-donnant. C'est ça la base du contrat. Tu me respectes, je te respecte. Tu respectes les règles, on va faire quelque chose pour toi. Tu ne respectes pas les règles, tu vas voir. Et ce donnant-donnant, c'est le contraire de l'éducation. L'éducation est basée sur la dissymétrie, pas sur la symétrie. L'éducateur respecte l'enfant, même si l'enfant ne le respecte pas. C'est la base. Il ne peut pas y avoir de symétrie en éducation. Il ne peut pas y avoir de contrat. Il ne peut pas y avoir de donnant-donnant. Je crois qu'il y a des fondamentaux qu'il faut réinterroger si on veut coéduquer ou si on veut éduquer tout court. Et ça, c'est le premier concept problématique, le contrat. Et le deuxième concept problématique, c'est le projet. Voilà encore un objet qui n'a aucune valeur, aucune, d'aucune sorte. Mais on va y revenir. Donc une fois qu'on a enlevé le contrat et le projet, vous voyez, l'essentiel de votre travail est parti. Vous allez retrouver beaucoup de liberté pour faire l'éducation au risque que j'essaye de vous vendre et de promouvoir. Parce que vous allez avoir un temps fou qui va s'ouvrir à vous. Maintenant, vous allez être débarrassé de tous ces parasites qui vous empêchent de rentrer dans la relation directe qui seule vaut. Qui seule vaut. Je n'ai pas encore parlé d'évaluation, mais j'aurai pas le temps. Parce que là, j'allais vous libérer complètement. Mais ce sera peut-être pour une autre fois, parce que là, le temps presse, parce que là, je m'acharne sur l'école, c'est pas gentil, c'est pas gentil du tout. On va un peu s'acharner sur l'éducation populaire, si vous voulez bien. Puis on s'attaquera un petit peu à l'éducation spécialisée. Je regarde autant pour eux, hein. Faut pas croire. Faut pas croire, je suis pas particulier. Et donc, l'école ne sera certainement pas ce qui va compenser les milieux sociaux défaillants, puisqu'elle a pris une autre direction. Mais alors du coup, on aurait pu penser que les dispositifs d'éducation populaire allaient constituer ces milieux éducatifs. Et que sont-ils donc devenus? Alors là, c'est pareil. Je vais vous parler de tendance. De la même façon que quand je vous parlais de l'école, je vous parle de tendance. J'ai de très bons amis qui sont enseignants et qui travaillent très bien. Mais je parle de tendance. Il y a des équipes qui font du boulot formidable, il y a des établissements super, je le sais. Mais je parle de tendance. C'est pas la même chose. Je vais faire pareil avec l'éducation populaire. Voyez la cantine où tous les enfants du même âge mangeaient ensemble une nourriture relativement inidentifiable, compacte, qu'une dame mal embouchée servait d'un coup de louche dans l'assiette, à une place qu'on n'avait pas choisie et dont on n'avait pas le droit de bouger.
Et la seule chose qu'on pouvait faire, c'était retourner son verre pour savoir quel âge on avait, ou tourner la cuillère pour savoir qui était le plus con de la table. Mais éventuellement faire du pliage avec sa serviette pour en faire un soutien-gorge ou autre chose rigolote. Mais en dehors de tout ça, un endroit relativement limité, en potentiel. Et bien, cette école obligatoire, caserne, cette cantine obligatoire, elle a beaucoup évolué. Elle est devenue restaurant scolaire. Et avec le restaurant scolaire est arrivé bien souvent le self, y compris chez les plus jeunes et les enfants. Et alors là, c'est formidable. On est comme à McDo, on est comme partout. Et c'est fantastique aussi parce que vous pouvez faire passer 2 fois plus d'enfants dans 2 fois moins d'espace parce que vous exploitez la rotation et les enfants s'auto-exploitent eux-mêmes. Et on arrive ainsi à avoir de la fluidité. Extraordinaire cette fluidité que ça nous permet de gagner. Et puis, on a une illusion de choix, parce que bien entendu, on peut choisir entre l'entrée d'hier et celle d'aujourd'hui. Et puis, on peut aussi choisir entre le dessert d'aujourd'hui et celui de demain. Alors là, c'est total. Dans certaines villes qui sont vraiment vernies, comme moi, à Longjumeau, avec une mairesse extraordinaire, qui est Nathalie Kosciusko-Morizet, vous auriez le droit d'avoir une pomme bio, parce que c'est elle, ou un fromage bio, mais pas les deux, il ne faut pas charrier. Après, il y a la pomme, il n'y a pas, etc. Donc, c'est fantastique, tout va mieux, sauf que ce n'est plus les mêmes enfants qui mangent. Dans ma ville, à Longjumeau, les enfants de milieu populaire ne mangent plus à la cantine. Ils y ont été remplacés par les enfants de classe moyenne, qui sont les seuls enfants de couples biactifs. Biactifs, oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la biactivité qui est la norme, si vous ne voulez pas être pauvre. Sinon, vous êtes pauvre. Biactif ou pauvre, il faut choisir. Et donc, la cantine a été faite pour ces enfants de couple biactifs. Et d'ailleurs, les enfants de couple pas biactifs ou pas couple du tout peuvent demander à s'inscrire, mais il faudra passer un entretien. Pas Nathalie Kosciusko-Morizet, elle n'a pas le temps. D'autres gens de son équipe, comme la dame qui s'occupe du catéchisme, vous voyez, des gens comme ça, qui ont un jugement sûr et précis. Et la pauvreté, elles connaissent, hein. Elles ont été dans la Croix-Rouge quand elles étaient jeunes. Donc, il ne faut pas leur en raconter. Hein. Et bien, si vous passez l'entretien, vous pourrez peut-être inscrire votre enfant. Mais si vous ne passez pas l'entretien, vous pourrez peut-être aussi les mettre sur liste d'attente. On vous téléphonera s'il y a une place. C'est la proximité d'Orly, à mon avis, qui fait ça. On a appris le surbooking, on a une technique. Et on a la même chose pour le centre de loisirs, rassurez-vous. C'est-à-dire qu'on a une trahison des structures d'éducation. Au lieu d'être là pour répondre aux besoins des enfants du peuple, elles répondent aux besoins d'activité économique en soutenant les parents biactifs dans leur activité et en laissant de côté les enfants réellement du milieu populaire. Alors bien entendu, on en aura toujours quelques-uns pour le folklore et pour l'image et pour garder quand même une certaine estime de soi. Mais ce sera tout, le moins possible. Et il y a 1000 façons de décourager les enfants, même de faire appel. Car dans ma ville, les enfants qui ne mangent plus à la cantine, ils ont aussi leur propre version, et c'est heureux pour expliquer qu'ils ne mangent pas. Ils vont vous dire, la cantine c'est mauvais. Ils n'ont pas toujours tort. Ils vont vous dire, c'est pas halal. C'est également vrai. Et ils vont eux-mêmes, finalement, et c'est normal, ils vont eux-mêmes se dire qu'ils sont acteurs du fait qu'ils n'y vont pas. Et même chose pour le centre de loisirs. Ils vont dire, pourquoi j'ai besoin d'être gardé? Mes parents ne travaillent pas, ils sont à la maison. De toute façon, mes parents, ils ne vont pas me confier à un inconnu. On ne les connaît pas, les gens qui travaillent au centre de loisirs, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qui se passe. Vous allez confier comme ça votre gamin, comme ça, les gens ne vous connaissez pas. Une morale se répand dans les milieux populaires que ce n'est pas responsable de laisser ses enfants aller vers des gens qu'on ne connaît pas, d'aller vers des inconnus. Et que ce n'est pas responsable de les laisser dans les espaces publics et de les laisser grandir dans la rue. Il vaut mieux qu'ils restent enfermés tout seuls chez eux. C'est tellement mieux. Et c'est tellement ce qui se répand, comme à Paris, où tous les enfants de milieu populaire à Paris vivent l'enfer. Être enfant de milieu populaire à Paris, c'est vivre dans des appartements tout petits. Il vaut mieux vivre dans la zone de ma ville, croyez-moi. Hein, je pense que les enfants parisiens doivent envier les enfants des Minguettes, doivent envier les enfants de la Courneuve. Et ils devraient, parce que eux, ils sont enfermés les vacances scolaires entières dans leur appartement. Enfermés le matin. À clé, avec les parents qui s'en vont. Et qui leur rouvriront le soir.
Ça, c'est la réalité. Une réalité qu'on perd de vue, mais complètement. Tellement de décideurs institutionnels. Parce que ça ne rentre pas dans leurs chiffres, ça ne rentre pas dans les demandes, ça ne rentre pas dans les besoins tels qu'ils les conçoivent ou tels qu'ils les attendent. Toujours est-il que les dispositifs d'éducation populaire ne fonctionnent plus. La colonie de vacances. Qu'est devenue la bonne vieille colo? De mon temps, moi, quand j'étais gamin, chaque mairie achetait un château n'importe où, généralement vraiment n'importe où, où on avait la chance d'aller s'emmerder pendant tout un mois, c'est long, avec tous les enfants de son quartier, de sa classe d'âge et de sa propre classe, avec qui donc on grandissait, et éventuellement, avec un peu de chance, on y revenait avec ses parents l'été, c'était fantastique. Bref, tout ça a heureusement disparu, et aujourd'hui la plupart des communes qui se respectent achètent des places. Et que je te prends 3 places de séjour poney pour les filles de 9-12 ans, et que je te prends un petit peu de via ferrata et d'acrobranche pour les garçons de 13-15, et puis que je te prends quelques places pour les ados de 15-18, allez, et puis une petite randonnée en Corse pour les plus grands, et puis un petit raid qu'on va financer pour 3-4 ados phares de ma commune. Et voilà, ça roule. Ça remplit mon bulletin municipal, ça donne l'illusion qu'on a une politique éducative, et la réalité derrière, c'est le désert, le cimetière. Et ces séjours, ce qu'on oublie de dire, c'est que les gamins vont se retrouver avec d'autres gamins du même milieu qu'eux, mais pas les enfants de leur quartier avec qui ils grandissent. Pas du tout, parce qu'on a pris 5 places. On a pris 6 places, on a pris 12 places, et le reste des places est pris par de toute autre commune qui les ont pris exactement de la même façon. Aujourd'hui, envoyez votre enfant en séjour dans les grands organismes de vacances. Dans ma région, c'est ça. Vous prenez un séjour à l'UCPA, vous êtes convoqué à 8h du matin dans un grand aérogare. En fait, c'est un énorme parking. Vous arrivez, vous croyez dans un aéroport. Vous passez d'abord à un port d'accueil, on vous envoie à un port d'embarquement, où là, vos enfants vont avoir la chance de faire la connaissance avec l'animateur du quai. Alors, c'est vachement bien l'animateur du quai, mais il ne faudra pas s'attacher. Parce que vous pensez bien que l'animateur du quai, il y reste. Il est animateur du quai, mais il est animateur d'autres choses en même temps. Mais heureusement, il va présenter votre enfant à l'animateur du bus. Là aussi, pas d'attachement prématuré. Car l'animateur du bus, il repart avec le bus. C'est bête, hein? Et heureusement, on arrive enfin sur le lieu de séjour, un truc comme ici, vous voyez. Et là, on va présenter l'enfant à l'animateur de son lieu de vie. Alors là, il est vraiment ravi, parce que l'animateur du lieu de vie, il reste sur le lieu de vie, mais au moment des activités, il découvrira que ce n'est pas avec l'animateur du lieu de vie qu'il y va, parce qu'il y a des animateurs pour chaque activité. Puis il découvrira que les enfants avec qui il est dans le lieu de vie ne font pas les mêmes activités que lui. T'as pris option ping-pong ou t'as pas pris option ping-pong? Vous voyez un peu comment c'est, le morcellement. Où sont les repères éducatifs, les vrais? Où sont les adultes polyvalents qui peuvent rester 10 ans dans la vie d'un enfant et le voir grandir? Où sont-ils passés? Comment voulez-vous éduquer ça? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire des programmes, des réseaux, vous ne pouvez pas. Donc il faut vraiment se poser la question de cette question-là, c'est-à-dire de qu'est-ce qui a remplacé les milieux sociaux? L'école, certainement. Les organismes de milieux populaires, d'éducation populaire, ils ont tendance à perdre de vue quelle était leur véritable mission. Parlons des centres sociaux. J'en garde une petite pour les centres sociaux. Les centres sociaux. C'est quoi un centre social aujourd'hui? On va rigoler. Ouais, je vais faire un centre social. Alors, une activité. Déjà, il me faut une activité de danse orientale. Non, obligé. Il me faut un club maman-bébé. Ouais, ça c'est sûr. Il me faut une assistante sociale qui fait une permanence de 9 à 13, une fois par semaine. Ça aussi, c'est obligé. Je vais choisir n'importe qui dans l'équipe, qui va faire la référente famille. Ce sera toi qui sera la référente famille. Voilà, donc on va choisir une référente famille. Et ça y est, pas besoin d'aller plus loin. Vous l'avez, votre centre social. Ça roule. Bon, vous mettez un petit dispositif classe par-dessus. Alors là, comme ça, vous êtes garanti, il n'y a pas de problème, ça ne mange pas de pain. Et ça y est, vous l'avez, votre centre social, il roule. Ben non, je suis désolé, c'est pas un centre social. Un centre social, c'est une maison ouverte à tous les habitants et à leur initiative. C'est pas une maison où on va s'inscrire. C'est pas une maison où on va adhérer. C'est une maison qui est déjà à soi. Et malheureusement, dans ma ville,
la glorieuse ville de Longjumeau, où Nathalie Kosciusko-Morizet, nous avons la chance de l'avoir comme mère, les adolescents, quand ils vont au centre social, on leur dit « Tire-toi, t'es pas une famille ». Ici, on reçoit les familles, toi, t'es pas une famille. Alors les ados, ils sont là « Je sors d'où, moi, si je sors pas d'une famille, alors hein ?» On les envoie, heureusement, à la MJ. Mais à la MJ, il faut s'inscrire dans une activité, puis il faut venir avec ses parents aussi. Et puis, il faut avoir une photocopie de la carte d'identité aussi pour s'inscrire. Bon, il faut avoir une carte d'identité pour avoir une photocopie de la carte d'identité, mais bon, mais c'est pas cher l'inscription, mais c'est payant quand même. Allez, si j'étais méchant, je vous ferais la ludothèque. Et on pourrait le faire pour chaque chose. La ludothèque dans ma ville, c'est quelque chose. Hein. C'est un endroit super. Il y a des jouets, mais il n'y a pas le droit de jouer. Vous ne pouvez pas jouer. Vous ne pouvez pas faire de bruit. Il ne faut pas déranger les jeux. Les jeux d'or, il ne faut pas les déranger. Si tu veux, tu reviens avec ta maman, tu les empruntes. Mais d'abord, il faut mettre un chèque de caution, parce que si tu ne rends pas toutes les pièces, il faudra payer. Voilà, je vous fais grosso modo la ludothèque. Je pourrais vous faire la bibliothèque enfance avec la racontine, avec les fameuses racontines pour les petits. Non, allez, on va être gentil. On va arrêter là, le massacre. Mais c'est vrai que ça pose quand même le problème. Cette coéducation, on va la faire comment? On va la faire où? Dans notre association, Intermède Robinson, nous avons décidé de la faire dans les espaces publics parce que c'est finalement le seul endroit où on peut faire. C'est le seul endroit où on n'est pas embêté par les règles d'accueil, parce qu'on n'accueille pas, c'est nous qui allons sur le terrain de l'autre. En bibliothèque de rue, en atelier de rue, en ludothèque de rue, vous n'accueillez pas, vous rejoignez. Et c'est aussi le seul endroit où il n'y a pas d'activité précise, ce qui compte c'est la présence et la relation directe avec les enfants. C'est aussi le seul endroit où on peut se permettre l'inconditionnalité. Dans les espaces publics, là où nous travaillons, tous les enfants, tous les parents peuvent venir nous voir, il n'y a pas de conditions. Ni administrative, ni financière. Et il n'y a pas de limite d'âge. Personne n'est trop petit, personne n'est trop grand. Les fratries peuvent rester ensemble, on ne les sépare pas. On les prend comme ils sont. Un bébé arrive dans les bras d'un enfant, on ne dit pas « va chercher ta mère ». On prend tout ce qui vient, puisqu'on travaille en pédagogie sociale, et que la pédagogie sociale, depuis Freinet, c'est travailler avec ce qui arrive, sans prétendre le remettre en cause, ni rien y changer. Ce n'est pas aux données qu'on change quelque chose, c'est à ce qu'on fait ensemble. Et c'est ensemble qu'on va changer ensuite les choses à partir de ce donné qu'on accepte. Et c'est à partir de cette présence de rue, de ce travail quotidien de rue, nous avons 8 ateliers par semaine, et nous travaillons aussi dans les camps roms, au pied des caravanes, et c'est à partir de ce travail que justement s'établissent et se mettent en ordre les relations bénévoles, parents, professionnels, acteurs. C'est à partir de ce travail en commun que tout ça, d'une certaine façon, prend sens. Et ça se fait le plus simplement du monde. La posture du pédagogue social est différente de celle de l'éducateur de prévention. Ah, je suis méchant, je vous parle de la prévention spécialisée. Non, peut-être pas. Je vais faire que des ennemis, je n'aurai rien à manger tout à l'heure. Je vais devoir rentrer à Lille à pied. Je vais rater mon TGV. Bref, on n'a pas tout à fait la même attitude. Le pédagogue social est dans la rue, l'éducateur de prévention quelquefois aussi. Le pédagogue social, lui, il s'assoit par terre sur le tapis. Parce que nous avons aussi été formés à l'école de l'Auxy, nous avons aussi été formés au travail avec les jeunes enfants, et que la première chose que nous faisons, c'est de nous mettre au sol. Et nous restons au sol. Et sur les tapis, nous prenons la posture du scribe ou du pêcheur. Vous savez, pourquoi quand les gens pêchent au bord d'un étang, tout le monde s'autorise à venir voir ce qu'il y a dans leur seau? Ben, c'est possible d'aller voir ce que le pêcheur a dans son seau parce qu'il n'est pas en train de vous regarder, il est en train de regarder ailleurs. Et puis le pêcheur, il est attaché à sa ligne. Donc il n'est pas libre de s'intéresser à ce que vous faites. Donc vous vous sentez libre d'agir comme vous l'entendez. Et le scribe, c'est pareil. Le scribe égyptien, pensez à lui. Il est tellement plongé dans ce qu'il écrit que tout le monde a envie de regarder par-dessus son épaule. Mais qu'est-ce qu'il est donc en train d'écrire? Et bien le pédagogue social, c'est pareil. Il met ses tapis, il se met à jouer, il se met à lire. Un enfant vient,
et les autres enfants viennent, et puis les parents viennent, et ça se fait naturellement. C'est une pédagogie naturelle, c'est une méthode naturelle. C'est la pédagogie Freinet, hors de l'école. Je suis membre du mouvement Freinet, par exemple. C'est la pédagogie sociale, c'est-à-dire une pédagogie qui a été théorisée par des grands pédagogues que sont Freinet pour la France, mais aussi Korczak pour la Pologne, Freire pour le Brésil, et Elena Radlinska, encore une fois, pour la Pologne avant Korczak, qui avait théorisé le terme même de pédagogie sociale comme étant la pédagogie de toute l'activité humaine qui réunissait l'affectif, le cognitif et le politique dans une seule et même activité. C'est cette pédagogie sociale, à mon sens, dont aujourd'hui nous avons tous besoin. C'est cette pédagogie qui donne du sens à nos actions. C'est cette pédagogie qui nous met au contact des publics les plus éloignés et de ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est cette pédagogie qui supprime les obstacles inutiles. Et les obstacles inutiles, il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a tellement. Quand on va travailler auprès des enfants dans les camps roms, on découvre l'envers de la protection de l'enfance à la façon française. On découvre l'envers de la protection maternelle et infantile. On découvre finalement que le grand problème de nos institutions est de tout voir depuis elle-même. L'école voit les problèmes depuis elle-même. La protection de l'enfance voit les problèmes depuis elle-même. Le centre social voit ses problèmes depuis son propre fonctionnement et ses propres besoins. Ah, là, il faut du public, là il faut qu'on ait un peu de gens, etc. Nous avons pris l'habitude de ne pas voir la réalité en face, mais de la voir depuis les institutions qui nous attendent. D'où l'importance de se dégager d'elle pour travailler dans des espaces de coéducation possible. Alors les parents, il faut quand même que je vous parle des parents, c'est des réap. Réap qui ne nous financent plus d'ailleurs. Depuis l'année dernière, on ne donne plus de sous à notre association. Ils disent, vous vous occupez d'enfants, alors vous n'avez rien à voir avec les réap. Les réap, les parents viennent. Mais vous voyez comment nous abordons la parentalité? Nous abordons la parentalité depuis les enfants. C'est-à-dire c'est dans la relation directe éducateur-enfant qui s'instaure que les enfants vont aller chercher les parents. On ne part pas des parents pour aller vers les enfants, on part des enfants pour aller vers les parents. Et vous voyez ça, c'est une démarche complètement différente. Et ça met parfois 2 ans. Parfois ça met 2 ans avant que les parents apparaissent. Avant que les enfants arrivent à les mobiliser, arrivent à les faire venir. Ça met parfois 2 ans. Mais par contre, quand ils sont là pour eux. Et d'une certaine façon, nous découvrons que les parents aussi ont des attentes. Et quelles sont leurs attentes en matière d'éducation populaire? Elles sont de même nature que celles de leurs enfants. C'est-à-dire, ils veulent avoir un lieu pour exister. Ils veulent avoir un lieu pour s'exprimer. Ils veulent avoir un lieu où ils vont pouvoir avoir du pouvoir d'agir et de faire quelque chose dans l'espace collectif. Ils ont les mêmes besoins que les enfants. Les enfants ont-ils besoin de parents compétents? Moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois que les enfants ont besoin d'avoir des parents qui ne sont pas trop carents, si c'est possible. D'avoir des parents qui soient pas maltraitants, c'est une évidence. Mais des parents compétents, pourquoi faire? À quoi servirait-il de travailler la compétence des parents? À mon sens, on s'égare. Les enfants ont besoin d'avoir des parents qui existent. Ils ont besoin d'avoir des parents qui sont des citoyens. Ils ont besoin d'avoir des parents qui comptent dans la vie culturelle, sociale et politique de leur environnement. Ils ont besoin d'avoir des parents qui ont une identité en dehors du fait d'être parents. Je suis effrayé de voir comment petit à petit être parent devient une identité pour certains. On les présente dans les réunions. Vous avez le grand pédopsychiatre, vous avez le psychologue, vous avez l'enseignant, et puis, alors moi je suis je suis parent d'une enfant de 2 ans et d'un enfant de 6 ans. Ça me gêne. Ça me gêne parce que cette personne elle est certainement autre chose que ça. Et nous ne le saurons pas. Nous ne le saurons pas. Parce que c'est considéré comme sans intérêt et sans importance. Ça me gêne. Parce que la parentalité, ce n'est pas une identité en soi. Et que c'est justement très important pour les enfants d'avoir des parents qui aient une place dans la société. Et une place et une reconnaissance sociale. Et une reconnaissance culturelle. Ça, c'est fondamental pour les enfants. Qu'ils soient compétents, ça c'est notre affaire. On aime ses parents même quand ils sont incompétents. Même quand on les trouve nuls. D'ailleurs, qui n'a pas trouvé ses parents nuls?
On les aime quand même. On n'a pas besoin de parents. Et je crois que ça, c'est quelque chose de tout à fait important. C'est une invention de notre siècle de vouloir de faire des parents des éducateurs. Vous auriez été dire à un ouvrier du début du XXe siècle, « Cher monsieur, vous êtes un éducateur. » Il vous aurait dit, « Alors ça m'étonnerait, moi je suis ouvrier, je suis tourneur. Je ne suis pas éducateur, vous voulez voir l'éducateur, allez voir l'instit. » Vous auriez été voir un paysan, vous lui auriez dit, « Monsieur, vous êtes un éducateur. » Il aurait dit, « Non, non, moi je suis père peut-être, mais éducateur, non. » La fonction fondamentale des familles jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est de gagner de l'argent, de survivre, de faire bouillir la marmite. C'est sa fonction fondamentale. Elle est économique, sociale, politique, culturelle, pas éducative. La fonction éducative est de surcroît. Alors bien entendu, les enfants s'éduquent, et vous entendez le S', avec leurs parents. Ils s'éduquent dans leur famille. Parce que ça aussi, c'est un grand malentendu. Et je terminerai là-dessus, parce que je pense que les enfants vont tout manger, on n'aura plus rien après. Et ça aussi, c'est un grand malentendu, c'est-à-dire qu'on est dans l'idée que A éduque B. Et souvent, on entend cette question, mais qui éduque les enfants? Qui a éduqué cet enfant? Qui éduque les enfants aujourd'hui? Il y a même un colloque là-dessus, je pense, de la Fédération des parents, etc. Qui éduque les enfants aujourd'hui? La question est mal posée. La question est mal posée parce qu'on ne peut pas éduquer quelqu'un. Vous pouvez éduquer un chien. Si vous tenez vraiment à éduquer quelque chose, prenez un chien. Le chien s'éduque. On peut éduquer le chien, mais pas l'enfant. L'enfant ne peut pas être éduqué car il est un sujet. Et quand vous êtes un sujet, ça veut dire que vous êtes l'auteur de votre éducation. Vous ne pouvez pas éduquer un enfant. Vous pouvez faire en sorte qu'il s'éduque avec de meilleurs matériaux, avec de meilleurs outils, avec un meilleur environnement, avec un meilleur milieu. Vous pouvez faire en sorte qu'il puisse s'éduquer avec ce qu'il y a de meilleur dans le monde qui l'entoure. Mais vous ne pouvez pas l'éduquer. Et c'est tellement vrai que vos enfants ne ressemblent pas à ce que vous vouliez, ne ressemblent pas à vos intentions, ne ressemblent pas à vos préoccupations du moment. Ils vous étonnent. Parce qu'ils sont auteurs de leur éducation. Vous n'en êtes pas l'auteur. Vous n'êtes pas l'auteur de l'éducation des enfants. Personne ne l'est. Et je dirais heureusement. Et ça, qui le dit? Qui le dit? Personne. Et pourtant, c'est une évidence. On ne peut pas éduquer un enfant. Paulo Freire va plus loin. Il dit, nul n'éduque personne. Tout le monde s'éduque ensemble. Car l'éducation n'est pas non plus un temps réservé à l'enfance, c'est au contraire toute la vie que nous sommes appelés en tant qu'auteurs de nous-mêmes à modeler et à bâtir notre propre éducation. Je vous remercie.